4. Tout a la même importance. Les choses qui importent le plus ne devraient jamais être à la merci de celles qui importent le moins. Johann Wolfgang von Goethe. L'égalité est un bel idéal, poursuivi au nom de la justice et des droits de l'homme. Mais dans les faits, cependant, tout n'est pas égal. Quelle que soit la façon dont les professeurs donnent leurs notes, 2 élèves ne sont pas égaux. Aussi impartiaux que les jurés s'efforcent d'être, les concours ne sont pas égalitaires. Aussi talentueuses soient-elles, 2 personnes ne sont jamais égales. Un billet de 10 € vaut 10 pièces d'1 euro, et il faut toujours traiter les gens de manière égale. Mais dans le monde de la réussite, tout n'a pas une importance égale. L'égalité est un mensonge. Il faut impérativement le comprendre si l'on veut prendre de bonnes décisions. Comment décider? Quand on a beaucoup de choses à faire dans la journée, comment décider ce qui passe en premier? La plupart du temps, dans notre enfance, nous apprenons à faire ce qu'il faut au moment imposé. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure de l'école. L'heure de faire les devoirs, l'heure de ranger sa chambre, l'heure de prendre son bain, l'heure de se coucher. À mesure que nous grandissons, nous prenons davantage de liberté. Tu peux aller jouer dehors du moment que tu fais tes devoirs avant dîner. Enfin, une fois adulte, tout est laissé à notre appréciation, à nous de choisir. Et puisque notre vie est définie par nos choix, la question devient capitale. Comment faire les bons? Pour tout compliquer, plus nous avançons en âge, plus nous rencontrons de choses dont nous sommes convaincus qu'il faut les faire. Surmenés, surchargés, surinvestis, nous sommes de plus en plus dépassés. C'est là que la course à la priorité devient frénétique. Faute d'une formule claire pour prendre nos décisions, nos priorités deviennent affaire de réflexe plutôt que de réflexion. Comme un personnage de mauvais film d'horreur, nous finissons par monter à l'étage au lieu de sortir de la maison. Au lieu de prendre la meilleure décision, on prend n'importe quelle décision. Ce qui devrait nous faire avancer devient un piège. Quand tout paraît urgent et important, tout est égal. Nous nous affairons, mais cela ne nous rapproche pas du succès. Activité ne signifie pas automatiquement productivité, et être affairé n'est pas toujours une bonne affaire. Les choses les plus importantes ne sont pas toujours les plus insistantes. Bob Hawke. Comme le disait Henry David Thoreau, il ne suffit pas de courir dans tous les sens. Les fourmis en sont autant capables que nous. La question est de savoir vers quoi l'on court. Abattre 100 tâches qui n'ont ni queue ni tête ne vaut pas mieux qu'accomplir une seule tâche qui a de l'impact. Tout n'a pas la même importance, et le succès ne dépend pas du nombre de choses que l'on fait. Et pourtant, c'est exactement l'approche que l'on choisit au quotidien. Beaucoup de bruissements pour rien. Les listes de tâches à accomplir sont un des clichés de la gestion du temps vendus par l'industrie du succès. Nos désirs et ceux des autres nous arrivent pêle-mêle, et nous les notons de manière impulsive sur des bouts de papier pour y repenser lorsque nous aurons du temps. Au mieux, nous les listons de manière méthodique sur des carnets imprimés. Les agendas réservent toujours de la place pour ces listes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Les applis abondent pour nous permettre de les emporter partout avec nous, et certains logiciels les codent directement dans leur menu. Où qu'on se tourne, on nous encourage à dresser des listes. Mais si les listes sont précieuses, elles ont aussi un côté obscur. Quoi qu'utile, pour ne pas oublier nos bonnes intentions, ces listes de tâches nous écrasent sous la tyrannie des détails que nous nous sentons obligés de régler parce qu'ils sont sur la liste. Et ce poids en vient à nous faire craindre ou détester nos listes de tâches à remplir. Elles nous imposent nos priorités, de la même façon que notre boîte de réception d'email peut nous dicter notre journée. La plupart des courriers électroniques sont remplis d'idées sans importance qui se font passer pour des urgences. Régler ces tâches dans l'ordre où nous les recevons, c'est un peu comme graisser une roue dès qu'elle se met à couiner. Mais comme le Premier ministre australien Bob Hawke l'avait dit, les choses les plus importantes ne sont pas toujours les plus insistantes. Ceux qui réussissent fonctionnent différemment. Ils savent faire la différence entre l'essentiel et le reste. Ils prennent le temps de décider ce qui compte, puis laissent cette priorité-là diriger leur journée. Ceux qui réussissent font plutôt ce que d'autres comptent faire plus tard et retardent parfois sine die ce que d'autres font immédiatement.
Cette différence n'est pas seulement une question d'intention. Ceux qui réussissent conservent toujours un sens des priorités claires. De par sa nature même d'inventaire, une liste de tâches peut facilement vous égarer. Cette liste mentionne simplement ce que vous estimez avoir besoin de faire dans l'ordre dans lequel vous y avez pensé. De manière inhérente, la liste est dépourvue d'intention. En fait, la plupart des listes de tâches ne sont que des bouées de sauvetage. Elles vous permettent de surnager chaque jour, mais pas de transformer chaque journée de travail en un nouveau domino vers le succès séquentiel. Il n'y a rien de vertueux à s'échiner pendant des heures, à rayer chaque ligne de sa liste, et à finir sa journée avec la corbeille pleine et le bureau vide. Il est fallacieux d'y imaginer un quelconque lien avec le succès. Au lieu d'une liste de tâches, vous avez besoin d'une liste du succès. Une liste créée expressément pour obtenir des résultats extraordinaires. Les listes de choses à faire sont généralement longues. Les listes du succès sont courtes. L'une vous écartèle dans tous les sens, l'autre vous oriente vers une direction spécifique. L'une est un amas désorganisé et l'autre est une directive organisée. Si une liste n'est pas structurée pour permettre le succès, alors elle vous en détournera. Si votre liste de tâches à accomplir contient tout, alors elle vous emmènera partout, mais pas spécialement là où vous voulez aller. Alors, comment transformer une liste de tâches en liste du succès? Vu le nombre de choses que vous pourriez faire, comment décider ce qui a le plus d'importance, chaque jour, à chaque instant? Suivez l'exemple de Joran. Joran perce le code. Vers la fin des années 1930, un groupe de cadres de General Motors fit une découverte étonnante qui ouvrit la voie à une percée incroyable. L'un de leurs lecteurs de cartes perforées produisait des résultats incompréhensibles. En se penchant sur la machine défectueuse, ils trouvèrent un moyen de coder des messages. C'était très important à l'époque. Depuis l'apparition des célèbres machines à coder allemandes Enigma, la cryptographie et le décodage étaient des sujets cruciaux pour la sécurité nationale et excitaient la curiosité publique. Les cadres de General Motors furent bientôt convaincus que leur chiffrage accidentel était inviolable. Un consultant de Western Electric, en visite dans l'entreprise, n'en était pas convaincu. Il accepta le défi du décodage, travailla toute la nuit et perça le code à 3 heures le lendemain matin. Il s'appelait Joseph M. Joran. Joran cita ensuite cet incident comme le point de départ d'un déchiffrage encore plus important, l'une de ses plus grandes contributions à la science et au monde des affaires. Suite à son succès, General Motors l'invita à commenter des recherches sur la rémunération des cadres, qui suivait une formule décrite par un économiste italien peu connu, Vilfredo Pareto. Au XIXe siècle, Pareto avait écrit un modèle mathématique de la distribution des revenus en Italie qui affirmait que 80% du pays était aux mains de 20% de la population. La richesse n'était pas distribuée de manière égalitaire. En fait, d'après Pareto, elle était concentrée d'une manière très prévisible. Pionnier de la gestion du contrôle de qualité, Joran avait remarqué que quelques défauts généraient la majorité des défauts de fabrication. Le déséquilibre présenté par Pareto suivait donc l'expérience personnelle de Joran et il en vint à soupçonner qu'il s'agissait d'une loi universelle, dont les répercussions dépasseraient de loin ce que l'économiste avait envisagé. Tout en écrivant son historique Quality Control Handbook, Joran voulait un nom court pour le concept « individu vital et full trivial ». L'une des nombreuses illustrations de son manuscrit portait la légende « Le principe de distribution inégale de Pareto ». Là où d'autres auraient parlé de règle de Joran, lui préférait l'appeler « principe de Pareto ». Le principe de Pareto, en fin de compte, est tout aussi réel que la loi de la gravité, et pourtant, peu de personnes se rendent compte de son poids. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une certitude prévisible et avérée de la nature et l'une des plus grandes vérités jamais découvertes sur la productivité. Richard Koch, dans le principe 80-20, le définissait en termes très clairs. Le principe 80-20 affirme qu'une minorité de causes, apports ou efforts, entraîne généralement la majorité des résultats, production ou récompense. En d'autres termes, dans le monde du succès, tout n'est pas égal. Une petite quantité de causes crée la plupart des résultats. Un bon point de départ crée la majeure partie des progressions.
Des efforts choisis génèrent presque toutes les récompenses. Pareto nous indique une direction très claire. La majorité de ce que vous voulez viendra d'une minorité de ce que vous faites. Les résultats extraordinaires découlent de manière disproportionnée de moins d'actions qu'on le pense généralement. Oubliez les chiffres. La vérité de Pareto concerne l'inégalité. On l'annonce souvent comme un ratio 80-20, mais cela peut se solder à 90-20, où 90% de vos succès viendront de 20% de vos efforts, ou 70-10, ou 65-5. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tout n'a pas la même importance. Certaines tâches ont plus de poids que d'autres, beaucoup plus. Une liste de tâches devient une liste du succès lorsque vous la filtrez avec le principe de Pareto. Le principe 80-20 est l'une des règles directrices les plus importantes dans ma carrière. Comme Joran, j'ai observé son application toute ma vie. Quelques idées m'ont donné les plus grands résultats. Quelques clients ont été bien plus précieux que tous les autres. Un petit nombre de personnes ont été à l'origine de la plus grande partie du succès de mon entreprise. Et une poignée d'investissements m'ont rapporté le plus d'argent. Où que je me tourne, le concept de distribution inégale se concrétisait. Plus il se manifestait, plus je lui prêtais attention. Et plus j'y prêtais attention, plus je le voyais. Pour finir, j'ai arrêté de considérer cela comme une coïncidence et j'ai commencé à l'appliquer comme le principe absolu du succès, dans mon travail et dans mes relations professionnelles. Et les résultats furent extraordinaires. Pareto extrême. Pareto prouve tout ce que je vous dis, mais il ne va pas assez loin. Je veux que vous insistiez encore. Je veux que vous portiez le principe de Pareto à son extrême. Je veux que vous minimisiez en identifiant les 20%, puis que vous minimisiez encore en trouvant la part vitale de la part vitale. La règle 80-20 est une première étape, mais pas la dernière, vers le succès. À vous de finir ce que Pareto a commencé. Le succès exige que vous suiviez le principe 80-20, mais rien ne vous force à vous arrêter là. Continuez. Vous pouvez extraire 20% des 20% des 20% et continuer ainsi jusqu'à arriver à la tâche essentielle. Quelle que soit la tâche, la mission ou l'objectif, grand ou petit. Commencez par la liste la plus longue que vous voudrez, en vous disant que vous allez écarter ces tâches les unes après les autres pour isoler les plus critiques et vous arrêter à l'inévitable, l'impératif, l'essentiel. En 2001, j'ai demandé une réunion de nos chefs de service. Malgré la vitesse de notre développement, nous n'étions pas encore reconnus par les acteurs au sommet de notre secteur. J'ai mis notre groupe au défi de trouver 100 façons de changer cet état de fait. Il nous a fallu toute la journée pour rédiger la liste. Le lendemain matin, nous avons réduit la liste à 10 idées. Et de là, nous avons déterminé la plus prégnante. Je devais écrire un livre expliquant comment devenir un acteur majeur de notre secteur. Et cela a fonctionné. 8 ans plus tard, ce livre était devenu un best-seller national, mais avait aussi engendré une série d'autres livres dont les ventes totales dépassaient le 1 million d'exemplaires. Dans une industrie qui compte environ 1 million d'employés, une chose a suffi à changer notre image à tout jamais. Maintenant, prenez le temps de faire le calcul. Une idée parmi 100. C'est Pareto poussé à l'extrême. Grande réflexion, action mesurée. C'est l'application de l'essentiel à un défi commercial avec des résultats extraordinaires. Mais ça ne s'applique pas seulement aux affaires. Pour mon 40e anniversaire, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas plus de 20 minutes par jour à consacrer à la pratique de l'instrument. Avec un créneau aussi court, je devais restreindre ce que j'apprenais. J'ai demandé conseil à mon ami Eric Johnson, l'un des meilleurs guitaristes au monde. Eric m'a répondu qu'avant toute chose, je devais pratiquer mes gammes. J'ai suivi son conseil et choisi une gamme de blues mineur. Et j'ai découvert qu'en apprenant cette gamme, je pourrais jouer les solos de grands guitaristes du rock, d'Eric Clapton à Billy Gibbons, et peut-être un jour, Eric Johnson lui-même. Cette gamme devint mon essentiel pour la guitare et elle m'a ouvert le monde du rock'n'roll. L'inégalité entre les efforts mis en place et le résultat est présente tout autour de vous. Et si vous appliquez ce principe,